Bonjour à toutes et à tous. Je fais l'enthousiasme pour la caméra. Merci d'être si nombreux déjà. Ça nous fait vraiment très plaisir. Ça nous met un petit peu de pression, mais ça nous fait vraiment très plaisir. Nous sommes toutes les trois, Agatha Liévin-Bazin, Eléa Eberlé et moi-même Tania Louis, ici pour vous donner une conférence qui est tirée de notre livre La Battle du Vivant, qu'on a orienté par rapport au thème de Scientilivre en La Battle du Vivant sous l'océan et qu'on va donc consacrer à vous parler d'organismes qui vivent dans les mers ou les océans. Et on va commencer tout de suite par vous poser une question. Je vais vous demander de réfléchir et d'identifier un être vivant, marin ou non, que vous trouvez fascinant. Quand vous avez trouvé cet être vivant, je vous demande juste de lever la main pour me dire que c'est bon, vous l'avez. Et je vais patiemment attendre que vous ayez tous et toutes levé la main. Il y a des gens qui se mettent beaucoup trop de pression. Un être vivant que vous trouvez fascinant. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ok, on y est à peu près. Levez-moi bien les mains qu'on les voit. Maintenant, je vais vous demander de baisser la main si cet être vivant est un animal. Bonne nouvelle, les animaux ne représentent qu'une toute petite partie du monde vivant. Nous allons aussi vous parler du reste. Par curiosité, les personnes qui n'avaient pas baissé la main, à quel être vivant non animal vous pensiez? Le blob? Ah, le blob. Le blob, bravo. Il y avait une main par là. Pardon? Ah mais l'homme est un animal, oui, oui. Oh. Est-ce qu'on peut faire un relais transmission? Les fourmis, je crois. Les fourmis, qui sont des animaux aussi. Ah là là. Bon, bah c'est parfait. Vous avez bien fait de venir à cette conférence. Vous allez apprendre plein de trucs. Parce que si on regarde un peu l'arbre du vivant, bah, tout ce que vous m'avez cité se trouve dans cette petite branche-là, les métazoaires, les animaux. Et en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Alors, je vais lancer cette vidéo. Ah, voilà. Ça, c'est les plantes, un autre petit bout. Et si on dézoome sur l'arbre du vivant en entier, voilà, tout ce que vous m'aviez cité n'était que dans ce petit bout-là. Tout ce que vous aviez en tête n'était que là. Notre but aujourd'hui, ça va être d'essayer de vous parler de tout. Alors se pose la question légitime de c'est quoi un être vivant du coup? Si vous n'avez pas la réponse très clairement, rassurez-vous, les biologistes ne l'ont pas vraiment non plus. Tout le monde n'est pas d'accord sur la définition. Mais pour simplifier un peu aujourd'hui, on s'est mis d'accord sur 3 grandes notions. Pour que quelque chose soit vivant, grosso modo, il lui faut 3 caractéristiques. Il lui faut à un moment dans sa vie la capacité à se reproduire, à se multiplier. Il lui faut à un moment dans sa vie la capacité de changer, de se transformer, d'évoluer au cours du temps, soit au cours de sa vie, soit sur plusieurs générations. Et il lui faut la capacité d'échanger de la matière, quelque chose, avec l'extérieur. Donc s'il y a un extérieur et un intérieur, c'est là que commence la limite d'un être vivant. Donc si on a ces 3 caractéristiques, globalement, on devrait se trouver à peu près dans quelque chose qui est vivant dans la nature. Donc on va tout de suite faire un test pour voir si vous avez compris le principe. Donc en se basant sur ces 3 grandes catégories, on va vous montrer des exemples d'organismes. Et vous levez la main si c'est vivant, et vous la gardez baissée si ça ne l'est pas. D'accord? C'est parti, on commence. Vivant ou pas vivant? On a un vivant. On a un vivant, mais on est plutôt en minorité, plutôt pas vivant. Ok. En effet, les cailloux ne font pas de bébés cailloux, donc ils sont quand même pas trop dans la reproduction. Celui-ci. Panthera leo, le lion, parfait. On est sur du vivant. Ok. Champignons, tout à fait. On a les 3 critères. Alors, question bonus. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas des bactéries, mais pas loin, c'est on s'en petit. rapproche. C'est un truc que vous avez à peu près tous et toutes à la maison. Ça, Caro Misset, C'est de la levure de boulanger. Du coup, la levure de boulanger, vivant ou pas vivant? On est un peu... Moite-moite. Moitié-moitié. Eh bien, vivant. Vérifions les critères. Est-ce que ça se reproduit? Oui, ça se multiplie. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a des petits bourgeons sur cette photo. Là, c'est une future levure qui est en train de se faire. Est-ce que ça change au cours du temps?
Bah, quand même, oui, ça naît, ça meurt, voilà, ça se multiplie, ça change. Et est-ce que ça échange de la matière avec l'extérieur? Ça a besoin de se nourrir, donc fatalement, oui, c'est vivant. Bravo. Et je dirais même que c'est le fait que ça échange de la matière avec l'extérieur qui vous intéresse, parce que c'est le gaz ou l'alcool produit par ces levures qui font qu'on les utilise en cuisine. Dernier exemple. Vivant ou pas vivant, on est quand même pas mal sur du vivant. Donc, Bon, bah bravo, déjà vous maîtrisez le sujet. On va pouvoir passer à l'étape suivante. On vous a montré là plein de catégories d'organismes vivants. Il y avait des animaux, il y avait des plantes, il y avait des levures. Ben, tous ces types... Ah, mais est-ce qu'ils étaient vivants, les cailloux? Non. Ah, donc ils ne rentrent pas dans les êtres vivants. Tous ces types d'organismes, dans notre livre, on les a fait incarner par 3 mascottes. Une mascotte corbeau, une mascotte bactérie et une mascotte plante, brillamment dessinée par Boutanox, qui a illustré l'ouvrage. Et vraiment, je vous invite à venir le feuilleter juste pour profiter de ces dessins qui sont absolument incroyables. Et aujourd'hui, on va vous expliquer comment ces différentes catégories d'organismes, chacune avec son approche et son style, remplissent les grands défis qu'il faut réussir à relever pour vivre dans notre monde. Et on commence tout de suite avec un sujet qui devrait passionner tout le monde, la reproduction. Alors, préparez-vous, cette conférence va rester en mode quiz jusqu'à la fin. Et on commence pour la reproduction avec la team micro-organismes. Nous vous présentons ici des coccolithes, plus exactement des coccolithophoridés de l'espèce Emiliania huxleyi. Si vous avez besoin de faire des exercices d'orthophonie, ce nom marche très très bien. Et la question qu'on vous pose par rapport à la reproduction de cet organisme, c'est qu'est-ce qui arrive à cette algue quand elle se reproduit de façon sexuée? C'est-à-dire pas de façon clonale, en faisant une copie à peu près identique à l'organisme d'origine, comme la levure qu'on vous a montrée tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que cette algue devient mobile quand elle se reproduit de façon sexuée, qu'elle perd ces jolies petites plaques, qui sont des plaques de calcite? Ce sont les plaques de ce type de microalgues qui forment les falaises de craie, quand elles s'accumulent au fond des océans, qu'elles sédimentent et que plus tard, ce qui était au fond de l'eau se retrouve en surface. Est-ce que vous pensez que quand elle se reproduit de façon sexuée, elle échappe au radar des virus? Ou est-ce que les 3 réponses sont vraies? Parce que, pourquoi pas? Si vous pensez que la bonne réponse est la 1, je vous invite à lever la main. Si vous pensez que la bonne réponse est la 2, je vous invite à lever la main. Si vous pensez que la bonne réponse est la 3, je vous invite à lever la main. Et si vous pensez que la bonne réponse est la 4, je vous invite à lever la main. Ah là là, vous êtes vraiment très très fort. Effectivement, cette microalgue fait les 3. Alors concrètement, voici à quoi ressemble la forme de la reproduction sexuée. Donc concrètement, pour se reproduire de façon sexuée, il y a une étape qui consiste à séparer son génome en 2 parties qui ensuite vont être portées d'un côté par le gamète mâle, de l'autre par le gamète femelle. Et quand ces 2 gamètes fusionnent, ça refait une nouvelle cellule qui a un génome complet. Et c'est justement le mélange de ce génome paternel et ce génome maternel qui permet à la reproduction sexuée d'être source de diversité génétique. Donc ça, c'est l'algue en temps normal. Et ça, c'est la forme où ça correspondrait pour nous à un gamète, donc à un ovule ou un spermatozoïde, qui ne contient plus que la moitié de son génome. Et ce que vous remarquez, c'est que, effectivement, elle a perdu ses petites plaques, qu'elle a maintenant ce qu'on appelle des flagelles qui lui permettent de se déplacer. Et c'est de là que vient l'idée que peut-être cette algue et ce phénomène pourraient être une démonstration très ancienne du sexe, parce que les gamètes capables de se déplacer, c'est un peu une des bases de la reproduction sexuée de nombreux organismes, à commencer par l'être humain, où les gamètes mâles sont capables de se déplacer. Mais encore plus fort que ça, passer sous cette forme-là permet à cette algue de disparaître du radar des virus. En fait, ces algues, quand elles se multiplient, qu'elles sont dans les bonnes conditions, elles peuvent prendre des proportions énormes. C'est un organisme qui est microscopique et qui peut former des espèces de nuages marins visibles depuis l'espace, quand elle se reproduit de façon très efficace. Sauf que quand il y a plein d'algues comme ça au même endroit, les virus qui sont capables de les infecter sont aussi très très contents et peuvent faire disparaître ce qu'on appelle l'efflorescence, la floraison algale, en quelques heures. Mais quand les algues passent comme ça, les virus ne sont plus capables de les infecter. Donc en fait, cette forme de reproduction sexuée, l'hypothèse des chercheurs, c'est que ce serait apparu comme un moyen d'esquiver les virus. Et peut-être qu'à la base, c'était à ça que servait le sexe.
Mais ça reste à démontrer, mais voilà, c'est une des hypothèses qui est avancée aujourd'hui pour expliquer l'origine de la reproduction sexuée. Et si on prend un peu de recul, parce qu'on avait vraiment très envie de vous montrer les illustrations de Boutanox, c'est une petite synthèse de comment marche la reproduction sexuée. Donc il y a un organisme qui est diploïde, qui forme des gamètes. Alors haploïde, ça veut dire une seule copie du génome. Diploïde, ça veut dire 2 copies du génome. Ces gamètes se rencontrent, forment une cellule œuf, et ça, c'est vraiment la base de la reproduction sexuée. Et il y a des organismes comme nous qui vont rester sous la forme diploïde avec 2 copies du génome toute leur vie, sauf au moment de la reproduction. Et il y a des organismes, comme certaines fougères, qui, eux, vont repasser tout de suite à l'état une seule copie du génome. Et vraiment, pour eux, la partie exceptionnelle, c'est le moment où ils ont 2 copies. Parce que le vivant est très très créatif, y compris en matière de reproduction. Et on vous invite à le confirmer avec tout de suite ce deuxième exemple. Ce deuxième exemple, donc on passe dans la team bestiole. Et je voulais vous demander, vu qu'on est sur le thème des océans, comment on fait des bébés requins marteaux. Donc ce superbe requin marteau, reconnaissable à la forme de sa tête que vous aurez noté. Alors, ils ont une maman et un papa, un peu comme ce que vient de vous expliquer Tania. Ils ont 2 papas, ils ont une seule maman, ou ils se font tout seuls. Qui voterait pour la première option? Ils ont une maman et un papa. Tout à fait. Ils ont 2 papas. Personne n'est partant pour les 2 papas. Ah, quand même, d'accord. Ils ont une seule maman. Pas mal de monde qui vote pour la maman. Et ils se font tout seuls, comme des entrepreneurs, non? Ah, quand même, ok, un petit peu. Ok. On est quand même beaucoup sur une seule maman et ils ont une maman et un papa. Eh bien, en réalité, c'est les 2. J'ai un peu triché. Il y a plusieurs cas de figure chez les requins, plusieurs espèces, où vous avez un accouplement avec le papa et la maman qui vont faire des bébés. Alors, je veux bien que tu passes à la diapo suivante, s'il te plaît. Certains d'ailleurs font des œufs. C'est le cas par exemple des roussettes, que vous voyez ici, qui font des espèces de coques comme ça, qui vont s'accrocher. Et vous en avez d'autres qui vont faire des bébés, comme les petits requins marteaux, qui vont sortir du ventre de leur maman déjà complètement formés, et ils sont quasiment indépendants même tout de suite. Mais chez les requins marteaux tibureaux, il y a eu un cas de figure dans un aquarium. Une madame requin marteau toute seule, qui n'était pas du tout en contact avec des mâles, qui un beau matin avait des bébés requins marteaux avec elle. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que cette maman requin marteau fasse des bébés toute seule? Eh bien, c'est un phénomène, un type de reproduction asexuée. Donc il n'y a pas eu besoin qu'il y ait un monsieur requin marteau qui donne ses gamètes pour avoir des bébés. On appelle ce type de reproduction la parthénogénèse. Et donc concrètement, vous avez votre maman requin marteau. Ici, vous avez donc son ovule avec donc la moitié de son génome, avec le chromosome X. Et il y a une petite formation qu'on appelle un globule polaire, qui normalement ne sert pas à grand-chose. On ne sait pas trop à quoi il sert. Et pour des raisons qu'on ignore encore aujourd'hui, car ça reste encore un peu mystérieux, pouf, ça a permis une autofécondation. Et en fait, les petits qui vont naître sont des copies conformes de la maman requin marteau. Ce sont des clones, ce sont des copies exactes de leur maman. Et on s'est rendu compte que c'est un phénomène qu'on pouvait observer chez plein d'autres animaux, notamment un cas classique que vous avez peut-être vu qui est moins aquatique, qui est celui des phasmes, les insectes qui ressemblent parfois aux feuilles, aux brindilles, etc., qui peuvent faire aussi les 2. S'il y a des mâles disponibles, ils vont se reproduire, parce que ça permet quand même une diversité génétique bien plus intéressante. S'il y a un souci, mettons, une épidémie d'une maladie, et que tout le monde est sensible à la même maladie, et tout le monde y passe. Alors que quand on mélange les génomes, il y a plus de chances d'être résistant à cette maladie. Mais par exemple, récemment, on a découvert qu'une maman condor, donc un vautour qui est originaire d'Amérique du Sud, un beau matin, avait fait des œufs, et c'était la copie conforme de la maman dans les œufs, elle ne s'était pas accouplée avec un mâle. Donc il y a plein d'animaux qui pourraient le faire. Il y a des grands varans aussi, type les dragons de Komodo, qui peuvent aussi le faire. Bah oui, mais on a encore le temps. Bah si. C'est au tour de la team plante. Alors, cet organisme s'appelle une colerpe, donc c'est une algue qui pousse dans certaines mers et océans. Et la question, c'est comment elle se reproduit. Est-ce que c'est 1 en se propageant par la base de ses feuilles? Est-ce que c'est 2 en faisant des gamètes? Est-ce que c'est 3 en se multipliant à partir de fragments? Ou est-ce que c'est 4 l'ensemble des réponses précédentes? Qui vote pour la réponse 1? Levez haut la main. Qui vote pour la réponse 2? La 3? La 4? Et vous êtes assez fort. Effectivement.
effectivement, toutes les réponses sont valides. Et donc ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve chez beaucoup de plantes. Les plantes ont ce super pouvoir de pouvoir se reproduire à la fois par la reproduction sexuée, c'est-à-dire de faire des gamètes, mais aussi par ce qu'on appelle la reproduction végétative. C'est-à-dire que vous faites un bout de vous-même, c'est comme si vous vous coupiez un doigt, et qu'à partir de votre doigt, vous étiez capable de refaire un organisme entier. Et ça, c'est très très utile puisqu'on peut se propager dans toutes les circonstances. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques qui explique que cette algue qui vient à l'origine du Pacifique Sud ait un jour été propagée par erreur dans les années 80 par des aquariophiles qui l'aimaient beaucoup. Et donc elle a envahi tous les herbiers marins de la Méditerranée dans les années 80. Elle est très toxique et elle se propage très vite. Donc ça a posé un problème pour les écosystèmes. En tout cas, ça fait partie de l'un des super pouvoirs des plantes. Alors, cette manche de la reproduction est terminée et on va vous faire un petit sondage. Parmi les 3 exemples que nous avons mentionnés, lequel vous a le plus surpris? Est-ce que c'est la team bestiole? Levez la main. Est-ce que c'est la team plante? Levez la main. Ou est-ce que c'est la team micro-organisme? Ok, la team micro-organisme gagne cette manche. Et on passe tout de suite à une battle beaucoup plus intéressante, la battle de l'excrétion. C'est le moment pipi-caca de la conférence. Réjouissez-vous. Attends, je veux bien la tapette. Du coup, je vous ai présenté cette charmante tortue, qui est une tortue à carapace molle de Chine, une Trionyx. Elle a une tête bizarre, mais elle est très mignonne. Et on se demande comment ces tortues font pipi. Alors, petit 1, par un cloaque. Cloaque qui est la formation qu'on retrouve chez les reptiles et les oiseaux, donc un seul orifice par lequel on fait pipi, on fait caca et on s'accouple. Est-ce que c'est par un méa urinaire? C'est ce qu'on retrouve chez les mammifères, donc concrètement un trou avec une tuyauterie au bout d'un pénis ou dans une vulve, par la bouche ou par le nez. Qui est partant pour un cloaque? Oui, oui. Par un méa urinaire, comme chez les mammifères? Oui, ok. Par la bouche? Quelques-uns, d'accord, ok. Et par le nez? C'est très partagé. Alors, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. C'est par la bouche. Alors on se dit, ok, c'est quand même très très bizarre, mais il y a une très bonne raison à tout ça. Alors, pour le savoir, déjà, ce qu'ont fait les scientifiques, c'est que c'est donc une tortue aquatique. Et ils ont mesuré dans l'aquarium de cette tortue où il y avait la plus grande quantité d'urée. L'urée, c'est le déchet qui est produit dans la filtration qu'on retrouve dans les urines, d'où le nom. Donc ils ont regardé au niveau des reins et au niveau donc, de la bouche de cette tortue, et le fait est que seulement 6% de l'urée est évacuée au niveau des reins. Et ça s'explique parce que cette tortue en fait vit dans des zones un petit peu saumâtres, un petit peu salées, et passer par un système par les reins comme pour nous lui demanderait énormément d'eau. Donc en fait juste en l'évacuant par la bouche, ça lui demande de consommer beaucoup moins d'eau à boire. Donc c'est très rentable pour elle, même si ça nous semble très bizarre. Voilà. On passe à une question team plante. Alors, vous avez cette plante qui est un palétuvier et qui forme des écosystèmes assez particuliers en bordure de mer qu'on appelle les mangroves. Il y a beaucoup d'espèces dans les mangroves, mais celle-ci, Rhizophora manglé, en particulier, je vous pose la question, comment cette plante s'adapte-t-elle au sel? C'est très difficile de vivre en milieu salé pour une plante. Alors, est-ce qu'elle produit du sucre pour compenser? Est-ce qu'elle utilise des glandes par lesquelles le sel est évacué? Est-ce qu'elle transforme le sel en neige? Ou est-ce qu'elle pousse sur des racines et chasse? Qui vote pour la réponse 1? La réponse 2? La réponse 3? Et la réponse 4? Ok, vous êtes une majorité à penser que elle pousse sur des racines et chasse. Alors, ça peut être vrai. En réalité, si elle pousse sur des racines et chasse, c'est surtout pour sortir de l'eau et pouvoir continuer à respirer à la surface. Parce que vous savez que les plantes sont majoritairement aériennes et donc elles absorbent le dioxyde de carbone atmosphérique et l'oxygène atmosphérique. Et donc le système d'excrétion vraiment du sel, de lutte contre le sel, c'est via des glandes par lesquelles le sel est évacué. Donc si vous regardez à la loupe les surfaces de cette plante, vous allez voir des cristaux de sel qui se forment à la sortie, à la fois sur les racines et aussi sur les feuilles. Et elles peuvent aussi accumuler ce sel sur les feuilles et faire tomber de temps en temps certaines feuilles pour virer le sel de leur organisme, ce qui leur permet de garder un niveau constant de sel malgré le fait qu'elle pousse en milieu marin. Et on repasse du coup à la team micro-organismes avec ces très très belles petites micro-algues qui s'appellent des diatomées. Alors je ne vous ai pas mis le nom d'espèces parce qu'il y en a plein des différentes qui ont des formes très différentes. Et en termes d'excrétion,
ces microalgues sont capables de fabriquer une substance surprenante. Est-ce que c'est du métal, du plastique, du verre ou de l'os? Levez la main si vous pensez que ces algues fabriquent du métal. On a un amateur de métal. Levez la main si vous pensez qu'elles fabriquent du plastique. Ok. Du verre et de l'os. Ah! Eh bien, elles fabriquent du verre. Les gens qui ont déjà fait le tour des stands doivent être au courant parce qu'il y a au moins un stand qui en parle, j'ai vu ça. Ce qui est incroyable, c'est que nous, pour fabriquer du verre, on a besoin de chauffer du sable à très très haute température pour le faire fondre et qu'ensuite ça donne du verre. Elles sont capables de fabriquer du verre à température ambiante dans l'eau. Donc ces microalgues, en plus d'être très belles, sont capables de fabriquer une chose qu'on n'est pas capable de fabriquer dans ces conditions-là nous-mêmes. Donc un petit peu de modestie pour l'ingénierie humaine. Et vraiment, ces structures sont assez incroyables quand on les regarde au microscope électronique. Alors, en fait, c'est des espèces de petites coques de verre qu'on appelle des frustules. Voilà. Un mot complètement inutile à retenir, mais je le trouve très très rigolo, donc j'avais vraiment envie de le placer. Et on voit qu'il y a des formes très différentes. Et en fait, c'est un peu comme si elles avaient des carapaces en verre qu'elles étaient capables de fabriquer elles-mêmes. On arrive donc au terme de cette battle de l'excrétion. À votre avis, à vous, par rapport à tout ce qu'on vous a raconté, qui gagne cette manche de la battle? Levez la main si vous votez pour la team bestiole et sa tortue, qui fait pipi par la bouche quand même. Levez la main si vous votez pour la team plante, qui accumule le sel et qui a des glandes à sel. Et levez la main si vous votez pour la team micro-organisme qui fait du verre à température ambiante. Moi, j'avais dit que les micro-organismes étaient les meilleurs, mais elle ne voulait pas me croire. Hein, donc, chacune a choisi ses exemples. Et bien, on poursuit avec une troisième battle, qui est la battle du mouvement. Et on va cette fois-ci commencer par la team micro-organisme, avec une autre micro-algue. Hein, excusez-moi, mais les micro-organismes qui vivent dans l'eau sont beaucoup des micro-algues, qui est très mignonne. Donc là, vous avez le corps d'une micro-algue, et ici, les deux flagelles qu'elle possède. C'est une chlamydomonas, alors chlamydomonas reinhardti, qui peut être responsable de maladies chez l'homme, mais on va essayer de ne pas trop penser à ça là tout de suite. Et ma question, c'est avec ces deux petits bras, ces deux petits flagelles, comment est-ce que cette algue se déplace? Est-ce que c'est en nageant la brasse? Est-ce que c'est comme avec des hélices, en les faisant tourner comme ça? Est-ce que c'est en ondulant? Ou est-ce qu'elle les utilise pour ramper? Levez la main si vous pensez qu'elle nage la brasse. Levez la main si vous pensez qu'elle utilise ses petits flagelles comme des hélices. Levez la main si vous pensez qu'elle ondule. Et levez la main si vous pensez qu'elle rampe. Eh bien, vous allez être surpris. Et voici la réponse en vidéo. Si ça marche, oui. Je l'ai entendu, elle nage la brasse, exactement comme nous, avec ses deux petits flagelles. Voilà. Je trouve ça absolument incroyable, donc je tenais vraiment à vous le montrer. C'est ce que j'avais dit. Et oui, donc cette microalgue nage la brasse, comme quoi la brasse doit être une façon efficace de se déplacer quand on n'a que deux membres à agiter dans l'eau. Mais en fait, il y a plein d'autres façons de s'y prendre. Si vous regardez différents micro-organismes qui possèdent tous des flagelles, des espèces de structures qui ressemblent à des cils, ben, ils ne les utilisent pas du tout tous de la même façon. Les gamètes, notamment les spermatozoïdes humains, vont plutôt les utiliser en ondulation comme ça pour se propulser. Chlamydomonas nage la brasse et les bactéries, pour le coup, les font plutôt tourner comme des hélices. Donc en matière de mouvement, dans la team micro, chacun a un petit peu son style. Et le prochain challenger de notre battle chez la team plante est une petite plante carnivore que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'utriculaire. On la trouve en France, hein, dans les tourbières. Et la question est comment fonctionne le piège de cette plante carnivore aquatique? Est-ce qu'il se referme sur ses proies? Est-ce qu'il glue ses proies avec de la colle? Est-ce qu'il aspire ses proies comme un aspirateur? Ou est-ce que les insectes tombent dedans par gravité? Qui vote pour la réponse 1? La réponse 2, la réponse 3, la réponse 4, et vous n'êtes pas loin, mais pas tout à fait.
Cette plante carnivore a des pièges aspirateurs. Alors quand on parle de plantes carnivores, ça nous évoque toutes sortes de choses, et en priorité ce genre de choses, hein, les dionnées attrape-mouches qui se referment, les plantes à glu, les népenthes dans lesquelles les insectes tombent, il y a tous les mécanismes. Celle-ci en sous-marin, ce qui se produit, c'est que vous avez les insectes ici, là, qui sont aspirés. Lorsqu'ils entrent en contact avec le petit poil sensitif, il va y avoir un effet de dépression, puisque le piège se vide comme ça de son air, et donc le capot se soulève brutalement pour aspirer la plante. Et ça, c'est un phénomène ultra rapide. Ce que vous voyez là en vidéo, c'est une accélération 240 fois de ce qui se passe. Pardon, oui, c'est un ralenti de 240 fois de ce qui se passe. Et quand on pense au mouvement des plantes, enfin les plantes, quand on y pense, on se dit qu'elles sont immobiles. Il y a des exemples assez spectaculaires de mouvements chez les plantes, et vous connaissez notamment la sensitive. Donc le mouvement du piège, il est encore bien plus rapide que le mouvement de la sensitive. Et ça marche de façon assez astucieuse. Vous avez des cellules qui sont à la base de chacune des petits folioles, là, des petites feuilles. Et donc quand elles sont un contact, une partie des cellules va se dégonfler en eau, puis l'autre partie va garder sa pression, et du coup ça fait un phénomène de pliage comme ça, mécanique. Donc les plantes peuvent aussi bouger. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors du coup, pour la team bestiole, nous en tant que mammifères, concrètement la locomotion ça se fait parce qu'on a un squelette interne avec des os sur lesquels sont accrochés des muscles. J'ai décidé de vous présenter cette charmante bestiole, qui est donc un mollusque céphalopode, qui n'a donc pas d'os, mais qui a quand même plein de muscles et qui peut faire plein de choses incroyables. La pieuvre mimétique. Du coup, plutôt que de savoir comment elle se déplace, même si d'un point de vue fonctionnel c'est aussi intéressant, qu'est-ce qui va rendre ces déplacements particuliers si on s'intéresse à son comportement? Est-ce qu'elle grimpe sur d'autres animaux? Elle prend un taxi, elle se laisse porter, pourquoi pas? Est-ce qu'elle imite d'autres animaux dans leur façon de se déplacer? Est-ce qu'elle a 8 roues motrices? Ou est-ce qu'elle ondule sous le sable? Qui est pour la 1, elle grimpe sur d'autres animaux. Okay. Elle imite d'autres animaux. Plus de monde. Elle a 8 roues motrices. Quand même. Elle ondule sous le sable. J'en ai plusieurs sur le sable. Eh bien, comme son nom le suggère, la pieuvre mimétique, dont on connaît l'existence que depuis les années 1998, donc c'est quand même assez récent, a pour particularité d'imiter les mouvements d'autres animaux. On pense qu'elle copie la façon de se déplacer de plus de 15 espèces. Et j'ai une petite vidéo en illustration. Donc par exemple ici, elle va copier les poissons plats comme les turbos ou les sols, comme ici, vous voyez. Ici, elle copie les mouvements de la rascasse, donc ce poisson qui a voilà, vous allez voir le poisson qui lui ressemble. Et ici, vous avez un petit serpent marin. Elle ne fait déplacer que 2 de ses tentacules et elle cache le reste pour imiter voilà, le mouvement. Elle peut aussi bien sûr changer de couleur très rapidement. Et ça pose plein de questions sur qu'est-ce qu'elle comprend, comment est-ce qu'elle analyse, parce qu'elle adapte son comportement en fonction des autres animaux qu'elle rencontre. Elle ne va pas se transformer en serpent tout le temps. Elle adapte selon qui elle rencontre en face d'elle. Donc ça pose plein de questions aussi sur comment elle réfléchit et comment elle met en place d'autres stratégies. Et du coup, l'heure du vote a sonné. Pour vous, qui gagne la manche de la locomotion dans la team bestiole? La pieuvre. L'utriculaire, quand même, qui aspire sa proie en quelques instants. Et ici, les hélices et la brasse. Pas ouf la brasse. Bon. Et on enchaîne sur la battle du sommeil. Et c'est moi qui garde. Et je voulais vous parler des otaries. Alors pareil, je n'ai pas mis de nom latin parce qu'il y a plusieurs espèces d'otaries à fourrure. Otaries qu'on distingue des phoques d'ailleurs par leurs petites oreilles apparentes. Et la grande question de ces animaux marins, qui sont donc des mammifères, qui doivent respirer de l'oxygène, comment est-ce qu'ils font pour dormir alors qu'ils nagent en même temps? Donc la question c'est, est-ce que les otaries dorment en nageant? Oui, avec un demi-cerveau réveillé. Oui, avec un cerveau entièrement endormi. Oui, avec un cerveau entièrement réveillé. Ou non, pourquoi se fatiguer? Elles dorment à terre. D'après vous, qui est pour le 1? Elles dorment dans l'eau avec un demi-cerveau. Ok. Avec un cerveau entièrement endormi. Donc elles dorment profondément, complètement dans l'eau. Ok. Le cerveau entièrement réveillé. Ouais, ok. Et le non, elles dorment à terre, elles dorment pas dans l'eau. Aussi. Eh bien, au même titre que les dauphins, par exemple,
Les otaries, en fait, elles dorment aussi au sol, hein. Mais quand elles sont dans l'eau, en fait, la moitié de leur cerveau reste réveillé pour avoir le réflexe de remonter à la surface pour respirer, et l'autre demi-cerveau est en repos. Quand elles dorment au sol, elles peuvent avoir le cerveau complètement éteint, et elles ont du coup un sommeil beaucoup plus réparateur. On voulait en profiter pour vous montrer donc une autre illustration de Boutanox pour connaître les différentes phases de sommeil, à comment se comporte le cerveau quand il dort ou pas. On a le système des électroencéphalogrammes, donc on pose des électrodes sur la tête, c'est pas du tout invasif, et ça montre l'activité du cerveau. Et en fait, chez de très nombreux animaux, on observe deux grandes phases. Vous avez le sommeil lent, donc qui se manifeste avec des très grandes ondes cérébrales. C'est là qu'il y a des mouvements possibles. Si vous avez des amis somnambules, c'est dans cette phase du sommeil que ça peut se produire. En revanche, dans le sommeil paradoxal, c'est celui où il y a les rêves. En anglais, on l'appelle le sommeil REM parce que ça veut dire Rapid Eye Movement. Il y a des mouvements des yeux, ça fait un peu flipper des fois. Le corps ne bouge pas du tout au niveau physique, mais vous avez des mouvements rapides des yeux qui montrent que vous êtes en train de rêver. Et donc on a pu mesurer ça chez ces animaux marins et constater ça. Et la dernière petite chose, c'est que donc autant nos otaries peuvent dormir dans l'eau avec un demi-cerveau et un cerveau entièrement éteint, il y a une étude qui est parue l'an passé qui démontre que les éléphants de mer, qui sont donc plus proches des phoques, eh bien eux peuvent dormir avec le cerveau entièrement éteint dans l'eau. Ils tombent en spirale, comme ça, jusqu'à 300 mètres de profondeur, et ils remontent ensuite. Mais ils font des vrais gros dodos avec un sommeil profond dans l'eau tout en nageant, ce qui est assez incroyable. Voilà. Et maintenant, on va aller à la plage pour la team plante. Alors, vous avez ici une noix de coco, qui est donc le fruit du cocotier. Hein, vous voyez tous le cocotier. La question, c'est quelle distance peut être parcourue par une noix de coco? Alors, pas toute seule sur ses petites pattes, mais en se laissant porter par les courants marins. Est-ce que c'est 40 km, 400 km, 4000 km ou 40 000 km? Qui dit la réponse 1? La réponse 2? La réponse 3? Et la réponse 4? Ok. Bah, vous êtes majoritairement bon, hein. On estime que c'est 4000 km. 40 000 km, ça ferait plusieurs fois le tour de la Terre. Donc c'est un peu loin. En revanche, 4000 km, ce serait possible, puisque la graine de noix de coco est capable de rester en dormance pendant quelques centaines de jours, ce qui lui permet de dériver théoriquement sur des distances de 4000 km. Alors ça, c'est pas forcément utile, parce que si vous échouez sur une plage où il fait trop froid, pour germer et pour vivre votre vie de cocotier, ce n'est pas très utile. Donc la plupart du temps, elles ne vont pas trop loin et restent sur les côtes à proximité. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Puisque les plantes à fleurs, qui sont la majorité des plantes que vous voyez autour de nous, partout, elles font des graines comme structure de dormance pour protéger leur descendance. C'est-à-dire que les embryons vont dormir à l'intérieur en attendant des conditions meilleures. Et comme les plantes ne se déplacent pas et ne peuvent pas aller semer leur bébé partout, elles utilisent tout un tas de stratégies comme des petits parachutes pour se faire propager par le vent, ou des petits crochets pour se faire propager par des animaux comme vous et moi, ou vos chiens, etc. Petite exception, il y a un cocotier dont la graine ne flotte pas, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le cocofès, ici, et qui est spécifique de l'île des Seychelles. C'est la plus grosse graine du monde, elle fait 30 kilos, et celle-ci, elle coule, ce qui explique qu'on ne trouve pas de cocofès ailleurs qu'aux Seychelles. D'ailleurs, c'est une espèce emblématique et protégée là-bas. Et on va finir cette battle du sommeil avec la team micro et ce virus, qui est un pitovirus de l'espèce Pitovirus subericum. La question est, quelle est sa particularité? Est-ce que c'est un virus qui a infecté des mammouths? Est-ce que c'est un virus qui est resté congelé pendant plus de 30 000 ans? Est-ce qu'il n'est actif que l'hiver quand il fait très froid? Ou est-ce qu'il menace les populations de marmottes? Qui pense que la bonne réponse est la première et qu'il infectait les mammouths? Qui pense qu'il est resté congelé pendant plus de 30 000 ans? Qui pense qu'il n'est actif que l'hiver par grand froid? Et qui pense qu'il menace les populations de marmottes? Alors, qui avait déjà entendu parler de ce virus? Ah, alors vous êtes vraiment très bien, parce que vous avez la bonne réponse. C'est un virus qui est resté congelé pendant plus de 30 000 ans. Donc on a des otaries qui dorment quelques heures, des graines qui dorment quelques jours. Ce virus-là a fait une petite sieste. Centaines de jours, hein. Centaines. 30 000 ans. A fait une petite sieste de 30 000 ans dans les sols gelés de Sibérie, donc en l'occurrence dans du permafrost. Et en fait, des chercheurs sont allés le récupérer volontairement et ont essayé de le ranimer en laboratoire et ça a marché. Alors, je sens un petit vent de panique
dans la pièce. Alors, d'une part, ne paniquez pas parce que ces virus sont conservés dans du sol gelé, pas dans de la glace. Ça veut dire que quand ce sol dégèle, il ne se met pas à fondre et à couler. Ce qui est piégé dedans reste piégé dedans. Et les virus résistent très bien à la congélation, mais très mal à la décongélation. Donc s'ils décongèlent tranquillement dans le sol, le temps qu'ils finissent par être libérés parce que quelqu'un fait un trou, il ne sera plus capable d'infecter quoi que ce soit. L'autre raison pour laquelle il ne faut pas s'inquiéter, c'est que ces virus-là, vous ne les intéressez absolument pas, puisqu'ils infectent des amibes. Donc des organismes unicellulaires, quand même assez différents de vous. Donc ce virus ne va pas venir vous embêter. Ceci dit, ils sont quand même assez remarquables parce qu'en plus d'avoir tenu 30 000 ans dans des sols gelés, c'est des virus qui sont extrêmement gros par rapport aux virus habituels. Et on parle d'ailleurs de virus géants, qui ont des génomes beaucoup plus gros que les autres virus. Donc non seulement ils tiennent très longtemps dans la glace, mais ils sont aussi sans doute capables de faire des choses que pour l'instant on ne comprend pas trop. Parce que de fait, ils ne sont pas si évidents à étudier en laboratoire, vu qu'il faut aller les chercher dans du sol gelé en Sibérie, et qu'on a quand même vu des trucs plus pratiques à récupérer. Et donc on va vous demander votre dernier vote pour clore cette dernière manche, la battle du sommeil. Qui vote pour la team Bestiole et son Notary, qui éteint la moitié de son cerveau? Qui vote pour la team Plante, qui se fait transporter par l'eau? Et qui vote pour les virus qui font la sieste 30 000 ans dans l'océan? Ah, c'est serré, hein? Ouais, je crois que c'est la team Bestiole qui remporte la manche. Du coup, il y a 2 points pour la team Bestiole et 2 points pour la team Micro-organisme. Merci les défenseurs des plantes, je vous remercie. Bon, on va conclure sur une note positive. Le vivant, certes, on peut se disputer pour savoir qui fait le mieux les choses, mais s'il y a un constat qu'on peut faire, c'est que si tout le monde existe et si tout le monde est là, actuellement, c'est que tout fonctionne. Donc il n'y a pas quelqu'un qui se débrouille mieux que l'autre, tout le monde a sa façon de faire et tout le monde peut coexister. On a même des choses encore plus folles dans le vivant et vous devez en avoir quelques exemples, mais plongeons dans les océans pour regarder de plus près ceci. On a des interactions qu'on appelle des symbioses. Est-ce que vous avez déjà vu ces petites choses? Qu'est-ce que c'est à votre avis? Vous savez? Quelqu'un a une proposition? Une fleur, des algues? Eh bien ce n'est pas tout à fait ça. Une anémone, presque, mais non. C'est une méduse. Et si vous ne la reconnaissez pas, c'est parce qu'elle a la tête à l'envers. Donc ça, c'est une méduse Cassiopée. Et cette méduse s'associe avec des petites algues unicellulaires qu'on appelle les zooxanthelles, les mêmes que celles qui poussent sur les coraux. Et donc, elle se retourne pour permettre aux algues de faire de la photosynthèse, le temps de se reposer. Et puis quand elle s'est suffisamment reposée, elle se retourne et puis elle continue sa vie de méduse. Et donc c'est une interaction à bénéfice mutuel puisque les algues vont leur fabriquer des sucres et vice-versa. Et la méduse leur permet d'avoir un environnement sur lequel pousser avec de la lumière de temps en temps. Donc c'est super. Autre exemple? Un autre exemple, c'est que dans les océans, il y a beaucoup d'animaux qui sont bioluminescents, qui font de la lumière. Ça leur sert aussi bien pour communiquer, pour trouver des partenaires, parce que l'océan c'est très grand, donc il faut faire coucou, je suis là, pour trouver à manger. Enfin, c'est vraiment quelque chose pour se camoufler aussi. Sauf que, si vous voyez ici donc une charmante petite sèche, eh bien, elle ne fait pas de la lumière toute seule. Ce qui lui permet de faire de la bioluminescence, ce sont des bactéries bioluminescentes. Et en fait, chaque animal bioluminescent a souvent son espèce de bactérie qui fonctionne pour faire ce genre de mécanisme-là, mais qui sont vraiment intrinsèquement liés, et l'un ne va pas sans l'autre. Donc ils sont vraiment utiles et essentiels l'un à l'autre pour que cela fonctionne. On vous a présenté le vivant en mode battle pour cette conférence, et on a un peu pris cette approche dans notre livre, mais on tenait quand même à souligner que l'union fait la force, et que certes, survivre, c'est pas facile, mais ça implique pas forcément de se battre systématiquement avec les autres espèces. Et pour finir, on va sortir un petit peu la tête de l'océan, et je vais vous poser une dernière question qui est: que voyez-vous sur cette image? Une vache. Ah, un pré avec des vaches. Quoi d'autre? Ah, voilà. En fait, ce que vous voyez sur cette image, c'est un écosystème dans lequel, effectivement, la première chose qui nous saute aux yeux, notamment parce qu'elle est allée dire coucou au photographe, c'est la vache. Mais il n'y a pas du tout que des vaches sur cette photo. Il y a de l'herbe, il y a une forêt en arrière-plan, et puis il y a des choses que vous ne voyez pas. Par exemple, les organismes unicellulaires qui vivent dans l'estomac des vaches et qui leur permettent de digérer l'herbe.
qu'elle libère ensuite sous forme de bouse, qui servent à fertiliser le sol, etc., etc. Et ces organismes vivent et cohabitent ensemble et vivent les uns grâce aux autres et les uns avec les autres, et pas nécessairement les uns en compétition avec les autres. Voilà le dernier message qu'on voulait porter, c'est que le vivant, en fait, c'est un assemblage d'écosystèmes, et vous-même, vous êtes un écosystème. Sachez qu'il y a à peu près 2 kilos de micro-organismes rien que dans vos intestins. Donc nous sommes plein d'écosystèmes qui faisons partie d'un écosystème plus vaste dans cette pièce. Et le vivant est un vaste réseau interconnecté dont il est aussi important de prendre soin au-delà de l'aspect battle. Et si ce qu'on a raconté aujourd'hui vous a intéressé, on vous invite à venir feuilleter le livre et à nous retrouver pour poursuivre la discussion sur le stand d'Ombre Blanche. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, on a du temps. On a réussi à ne pas dépasser celui qui nous était alloué.